Oui, merci beaucoup. Écoutez, comment on met en œuvre, je vais faire un rapide historique pour que vous puissiez comprendre comment on a cheminé tout simplement. Il y a une tradition très forte sur Morsinx, devenu Morsinx la Nouvelle au 1er janvier 2019. Donc Morsinx la Nouvelle, c'est pas une coquetterie, hein, c'est Morsinx plus Arjusan. Je te vois faire la grimace derrière, je t'ai vu. C'est Morsinx plus Arjusan, plus Sender, plus Garros. Donc en fait, on est passé de 4007 à 5200 habitants globalement, et on a utilisé le process réglementaire sur la mise en place des communes nouvelles pour fédérer les 4 villages qui vivent sur le même bassin, très simplement, et donc ça s'est fait en douceur. Alors dans ce cadre, la mise en place de la commune nouvelle nous a permis dès 2019, avec Jean-Claude Deyre, qui était le précédent maire de Morsinx, puis de Morsinx la Nouvelle, d'amorcer la demande de labellisation Petite Ville de demain. Donc ça s'est vraiment construit comme ça. Comment donner naissance à cette nouvelle commune qui compose de 4 villages, tout simplement. Et donc, on a été lauréat comme 12 autres, je crois, comme villages landais. C'est souvent des chefs-lieux de centres d'intercommunalité ruraux. On les retrouve à peu près tous, du moins tous ceux qui voulaient s'engager, peu ou prou. Et ça nous a permis d'engager d'une part une réflexion avec l'ensemble des partenaires qui sont là. J'ai rien inventé, je fais attention à ce que je dis parce que je parle sous contrôle. Puisqu'on a quand même la chance sur ce territoire d'avoir un bel équipement d'accompagnement public, de services publics de proximité ou de services État qui connectent complètement, ou d'associations. Donc tout le monde est là aujourd'hui et qui nous ont permis de mettre en avant ce chantier qui était le chantier d'une réalité de commune nouvelle. Donc, Petite Ville de demain, c'est une opération qui nous permet de travailler sur la sécurité routière, sur l'habitat et le logement, sur la dynamique commerçante et commerciale, et sur la qualité de vie tout simplement et l'aménagement d'un centre-bourg, d'un centre-ville, par exemple, d'un pôle d'échange multimodal quand on est comme nous avec une gare. Bon. Et donc sur le volet habitat, on était dans une commune où il y a près de, je parle sous contrôle de Sandrine, près de 400 logements sociaux, ce qui n'est pas neutre, sur une ville de 5 000 habitants. Donc un fort potentiel d'habitat public, social, avec quand même une démarche qualitative importante, puisqu'on venait quelques années avant, c'est-à-dire 2-3 ans avant, d'avoir avec XL Habitat un investissement de plus de 4 millions sur l'amélioration énergétique, l'amélioration de vie de certaines cités, anciennes EDF, comme on dit à Morsinx. Et donc on s'est retrouvé quand même qualitativement avec des logements publics. On dit toujours être en HLM, c'est pas terrible, mais malgré tout avec une qualité d'habitat plus que cohérente par rapport à ce que l'on peut avoir en face en habitat privé. Donc il y avait ce premier effort de la force publique, de la puissance publique, qui était d'abord s'occuper des siens, et de rénover ou de tenter de rénover ou d'avoir un plan d'action cadré, mais avec un gros effort one-shot, si je puis dire, sur certaines cités. Et donc, il y avait ce premier effort. Deuxième chose, on était confronté dans un schéma d'action sociale classique que connaissent tous les maires, d'accompagner des gens qui étaient en vraie rupture, dans un schéma, moi je dirais même, de misère pour certains. On se posait des questions, mais l'opération Habitat et Petite Ville de demain nous a permis d'aller plus au fond, je dirais, de ces problématiques. On s'est rendu compte qu'on avait clairement, comme des grandes mégalopoles, des marchands de sommeil. On va appeler un chat un chat. On avait 2-3 personnes qui faisaient un vrai commerce inéquitable de l'habitat, si je puis dire, sur une zone que l'on connaissait tous, avec 2-3 personnes qui faisaient venir des gens d'ailleurs, en faisant payer de façon prohibitive des logements, en les entassant. On a trouvé des gens, 6, 7, 8 personnes dans 60, 70 mètres carrés. Et au bout de 3 mois, on voyait des demandes arriver XL Habitat, puisqu'ils étaient domiciliés définitivement sur la commune de Morsinx, puis de Morsinx la Nouvelle. Et donc, de fait, ils pouvaient bénéficier des aides locatives et de l'accompagnement sur des demandes locatives, comme tout bon landais, si je puis dire. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient d'ailleurs, alors que l'on ne croisait pas dans le cadre de l'habitat, mais que l'on croisait dans le cadre de l'accompagnement social, de l'épicerie sociale, de l'école, des services de PMI aussi, certaines fois, et dans toutes ces problématiques sociales d'accompagnement et de gens vraiment en extrême difficulté. Donc ça, quand on est engagé comme on l'est sur notre territoire et comme on l'est sur cette équipe municipale refondée, comme précédemment d'ailleurs, il y avait une continuité, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire. Je ne vous cache pas que l'habitat, quand on est élu local d'une petite commune, ou quand on est débutant comme moi en matière
de management d'une équipe municipale, on apprend l'habitat, parce que l'habitat, vous avez vu, c'est des techniciens, c'est des professionnels qui portent une organisation, qui portent des aides, qui portent de l'accompagnement, et donc on a essayé de s'acculturer. Et dans le cadre du travail Petite Ville de demain, nous on a Claire Avran qui est venue nous accompagner, qui est la chargée de mission à Morsinx, que l'on partage aussi avec la Boire, qui est dans cette démarche, et qui nous a aidés à s'acculturer et à faire des choix. Et dans ces choix d'habitat, clairement, qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut qu'on continue un accompagnement. Donc Solia est venu avec l'ANA, avec les services d'ADDT, avec d'autres sont venus nous accompagner pour faire l'état des lieux. Donc on a calibré un périmètre d'intervention. Morsinx, il n'y a que 5200 habitants, mais on est sur 15 000 hectares, donc c'est assez grand. Et on a un centre-ville de Morsinx qui est très allongé, et donc on a ciblé le cœur de centre-ville. On a fait un état des lieux. Sur ce cœur de centre-ville, avec l'aide de Solia et de l'ANA, on a trouvé au moins 60 habitats indignes, vétustes, vous les appelez comme vous voulez, indécents, qui nécessitaient un accompagnement particulier. Bon, on s'est engagé dans une étude pré-op au PARU, poussée par les services de l'État, mais qui avait raison in fine, mais qui au départ faisait en sorte de nous maltraiter. Moi, je n'étais pas d'accord. Je voulais que ça chemine, ça a parfaitement cheminé. Je le dis aujourd'hui devant les services d'État, elle sourit parce que je m'étais un peu énervé avec Olivier Lorrain, pour ne pas le nommer. Mais c'est pas toi, je sais que c'est pas toi, mais c'est l'autre. Mais il y avait besoin que nous, élus, on mature, parce qu'il faut le porter, ce dossier, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis il y avait surtout besoin qu'on ait une OPRU qui fonctionne, parce qu'on avait eu déjà des opérations d'habitat, mais la difficulté d'une opération d'aide, parce que c'est de l'aide essentiellement et de l'accompagnement financier, c'est qu'il faut se donner les moyens de les avoir. Morsinx ne fait pas partie des villes qui ont une taxe de séjour prohibitive, qui ont des moyens surdimensionnés. On est une commune pas très riche, équilibrée avec des moyens, mais qui n'a pas des moyens surdimensionnés. On a voté et validé avec les services de l'ANA dernièrement et les services de l'État une possibilité d'aller jusqu'à pratiquement 500 000 euros dans les opérations d'OPRU, avec une équivalence d'aide 500 000 euros sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on a entre 900 000 euros et 1 million globalement destinés à cette opération. Donc, c'est-à-dire de façon d'accompagnement, on peut aider les bailleurs, les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, sur des opérations. On a calibré, cadencé chaque année, tant d'aides, tant de logements. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, parce qu'on ne paie pas tout. Et quand on ne paie pas tout, les gens n'y vont pas. Mais on paie quand même beaucoup plus que ce qu'on avait essayé de payer les temps passés, et on va se donner les moyens d'essayer d'y arriver. Donc à partir de là, une fois qu'on a mis en place des aides pour faire en sorte que les logements indécents, indignes, soient moins indécents, moins indignes, voire accueillants, il y a une autre solution. Il y a d'autres solutions, alors qui sont très dures à mettre en place, parce que quand on est élu, il y a des choses qu'on prévoit de faire, et il y a des choses qu'on ne prévoit pas de faire, surtout qu'on a envie d'être élu une fois de plus. Parce que quand on est jeune élu et qu'on dit on va mettre en place des moyens coercitifs, ça veut dire qu'on fâche des gens. Mais au bout d'un moment, on en sourit parce qu'on en a vraiment parlé. Moi, j'en ai parlé librement dans l'organisation de ce portage. Il faut être capable de se dire, est-ce qu'on est là pour continuer comme avant, ou est-ce qu'on est là pour assumer sa responsabilité, peut-être blesser des gens, mais faire en sorte que les gens que l'on accueille dans un schéma d'attractivité territoriale soient mieux pris en charge sans discrimination, parce que j'ai de l'argent, je suis bien logé, j'ai pas d'argent, je suis mal logé. Et à partir de là, on va frontalement, je dis frontalement, s'opposer à certains propriétaires, essentiellement bailleurs, parce que quand c'est occupant, c'est moins gênant, on va les aider pour eux. Quand c'est bailleur, on va les aider pour les autres et pour la rentabilité de leurs biens loués. Ça veut dire que le permis de louer, dans le choix qu'on a fait, je ne sais pas si vous avez mis bon, le document, vous l'avez vu, je ne vais pas vous le refaire, on est vraiment dans un schéma où on a décidé d'aller jusqu'à l'autorisation préalable. Parce qu'il y a deux formules, vous voyez, il y a la déclaration de mise en location, c'est-à-dire le propriétaire, il nous fait juste un courrier en disant « ça y est, je loue, j'y vais ». Ok. Nous, on est allé au plan B, si je puis dire, ou au plan un peu plus dur, au plan D, dur. C'est le régime d'autorisation préalable. C'est-à-dire qu'avant de louer, ou avant de mettre un bien en location, il faut le déclarer d'une part, mais il faut qu'on ait quelqu'un que l'on a externalisé fasse un tour, se rende compte si en réalité c'est décent, indécent, s'il y a besoin de faire des travaux, si on peut donner le quitus, si moi je peux donner le quitus. Alors c'est un travail qui, vous l'imaginez bien, fait plaisir quand le logement est décent, mais ne fait pas nécessairement plaisir quand il est indécent et que des gens depuis des années louaient des choses indécentes. C'est tout simplement faire en sorte que la collectivité publique, le maire en l'occurrence, reprenne la main sur le marché de l'indécence locative.
Alors, on est les premiers dans les Landes à le faire. Je vais me faire encore une fois plein de copains. Mais je suis habitué. Et je pense qu'être élu, c'est être engagé. Et puis, c'est pas se faire que des copains. On aura le temps des campagnes électorales pour retrouver des amis. Mais c'est plus important de faire en sorte que petit à petit, on fasse progresser l'offre. Et ce qui est aussi embêtant, c'est quoi? Et ce que nous ont opposé certains de nos détracteurs, parce qu'il y a toujours des détracteurs quand vous engagez comme ça, c'est de nous dire « mais vous allez vous priver de logement ». Mais écoutez, moi je préfère pendant quelques temps me priver de 60 logements, si les gens ne veulent pas faire les travaux, de trouver des moyens alternatifs de faire des logements. On en a entre 30 et 40, si je compte la gendarmerie, Sandrine, à refaire sur Morsinx-la-Nouvelle dans les 5-6 prochaines années. On a une soixantaine sur le périmètre qui vont être mis en balance, plus ceux que l'on va découvrir, parce qu'il y en aura quelques autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les gens, dans le cadre du déclaratif, vont s'engager à faire les travaux et on va leur donner le quitus pour qu'ils relouent, soit ils vont dire on arrête, ils vont peut-être fermer les logements. Donc on peut perdre 30, 40 logements, là où on en a déjà 80 en attente, ne serait-ce que sur XL Habitat. Alors c'est un vrai pari, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où des gens ne vont pas vouloir investir, d'autres vont peut-être les racheter pour le faire, où la puissance publique va se trouver des moyens supplémentaires dans le cadre de droits réglementaires pour pouvoir en acheter, en acquérir, en faire, ou alors on va raser des choses pour refaire des choses. On a une problématique d'urbanisme, on a de moins en moins de place pour faire des choses. Il faut qu'on trouve de la place dans nos centres-bourgs pour faire des choses correctes, adaptées tarifairement aux moyennes des gens qui vivent chez nous. Et donc, à partir de là, c'est un vrai pari. Alors ce pari, il a été pris dans d'autres territoires. On parle du Médoc, mais il y a d'autres endroits en Gironde où ils l'ont fait. Il y a 2-3 expériences. Et nous, on s'est dit, banco, on y va. Je ne vous cache pas que ça nous a pris 2 mois, dans la bande d'élus que j'anime, à se dire, on y va pas. Alors, pas sur le fait de se dire, il faut y aller, ça on était convaincus, mais il fallait qu'on se rassure sur le fait de dire, on va peut-être enlever des logements pendant un temps, il faut qu'on soit réactif pour en remettre. On s'en foutait un peu de se faire engueuler, à vrai dire. Parce que les gens ont tellement gagné d'argent, certains, sur le dos de gens qu'ils ont mal accueillis, qu'il était temps de tirer la sonnette d'alarme et de siffler la fin de la récréation. Donc on s'est dit, on y va. Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que cette démarche que l'on porte sur Morsinx-la-Nouvelle, elle est en termes de compétences, alors c'est un peu technique, mais comme ils ont parlé technique, je vais en parler aussi, c'est surtout l'intercommunalité, c'est-à-dire la communauté de communes qui a compétence à porter le permis de louer. C'est-à-dire que j'ai expliqué à mes maires voisins, d'Igos, d'Arengos, d'Ousse-Suzanne, de l'Esperon et d'Aunès, qu'on allait faire ça. Je leur demandais de délibérer sur le fait de valider notre démarche et de me déléguer après le pouvoir en tant que maire de le retravailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où certains des maires n'avaient pas pris conscience nécessairement de cette difficulté, on est en train, je ne fais pas du teasing, je l'annonce, de travailler avec un des maires qui va peut-être s'engager comme nous dans cette démarche assez rapidement. Parce que quand on traverse nos centres-bourgs, on se rend compte de l'indécence et de l'abandon de certaines belles maisons, souvent historiques de nos villages, qui tombent en désuétude alors qu'on n'a plus trop les moyens de faire des logements autour. Donc il va falloir qu'on revoie notre organisation locative parce qu'on ne pourra plus faire des logements sur des cités, des lotissements avec des 1000-1500 mètres carrés. C'est fini ça. Malheureusement pour nos enfants, c'est fini. Et puis économiquement, c'est dur de l'assumer. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions alternatives. Alors le permis de louer, c'est effectivement quelque chose de très coercitif, théoriquement, mais ça va nous permettre, moi je pense, de modifier nos pratiques en matière d'urbanisme, de reprendre un peu patrimonialement des vieilles maisons qui étaient abandonnées. Alors il va falloir avoir de la capacité d'autofinancement, il va falloir que le département, les territoires nous aident, l'État, c'est l'enjeu, et ça va nous permettre surtout de retrouver une attractivité dans nos centres-bourgs, parce qu'on veut tous avoir des magasins, des épiceries, des boulangeries, des gens dans nos... Mais si on a des centres-villes vides, ben les magasins n'ont pas nécessairement envie de s'installer dans des centres-villes vides ou des centres-bourgs vides. Donc redonner sens à la vie de nos centres-bourgs, ben c'est aussi ce que l'on espère par le permis de louer. Alors les services de l'État nous ont vraiment accompagnés, nous ont mobilisés pour essayer de le faire. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc j'espère que je ne reviendrai pas vers vous dans 3 ans maltraité. Mais honnêtement, il y avait besoin d'avoir un électrochoc et j'espère que dans la caisse à outils qu'on avait, la boîte à outils qu'on avait, ben c'était une des actions qui va nous permettre, peut-être pas de tout régler, mais d'amorcer un petit peu ce retard que l'on a sur cet habitat indécent et sur ces marchands de sommeil qui relèvent du pénal. Tu parlais tout à l'heure, je ne sais pas qui parlait de travailler avec les procs. On en est au stade où nous, on a travaillé avec les procs, pas sur le volet habitat, mais sur le volet social, maltraitant, ce que l'on a sur ces habitats. Parce que quand vous êtes dans 60 mètres carrés, que c'est dégueulasse, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'élec, que c'est pas bien fait et qu'en plus vous êtes entassé, ben souvent ça finit mal, quoi. Donc
Voilà un peu ce qu'on engage. Je pense qu'il y aura d'autres maires qui vont l'engager, parce que le premier, c'est le plus dur. Si on le porte bien avec Solia, qui va être notre partenaire, en principe, je ne veux pas trop dévoiler les choses, mais ça risque de travailler comme ça. Parce qu'on a très bien bossé et qu'on a besoin d'avoir cette relation de confiance aussi avec les porteurs qui vont être ceux qui vont nous accompagner dans la démarche. Et puis avec les services de l'État avec qui on est au boulot, je veux dire, avec Sophie, moi je reçois les courriers quand il y a les déclaratifs, mais c'est pas simple et franchement, on a 15 ans de retard sur notre village comme dans beaucoup de villages landais. Voilà le témoignage.